Bienvenue à tout le monde. Avant de commencer, Bienvenue à cette session. Je suis Philippe Vincent, je travaille pour les programmes et services de la Fondation canadienne du Rhin à Montréal. J'ai maintenant le plaisir de vous présenter nos invités. Tout d'abord, Charles Cook. Charles est un survivant. Il a reçu 2 greffes, un cœur et un rein. Il vit en Ontario et est père de 2 jeunes adultes. Chaque fois qu'il en a l'occasion, Charles fait le récit de son odyssée et parle des leçons qu'il en a tirées dans l'espoir d'en faire profiter des patients et des patientes qui empruntent le même chemin que lui. Il consacre son temps à faire du bénévolat auprès de nombreux organismes, comme le comité consultatif du canal YouTube de l'ABC Organ Health, le Transplant Ambassador Programme, le réseau CanSolve, c'est qui dit, ainsi que la section Waterloo-Wellington et le conseil d'administration de la division ontarienne de la Fondation du Rhin. Nous avons aussi Mona Benemrad. Elle est diplômée en médecine et en néphrologie à l'Université de Paris en France depuis 2005. Elle est également titulaire d'une maîtrise en sciences fondamentales. Elle a été néphrologue clinicienne à Paris de 2005 à 2012 et depuis 2013 dans la grande région de Montréal, Québec. Elle est également professeure agrégée à l'Université de Sherbrooke et participe au curriculum sur l'éthique à titre d'enseignante auprès d'étudiants en médecine. Elle a développé une passion pour la médecine corps-esprit pour aider les patients atteints d'une maladie rénale chronique et les professionnels des soins de la santé à faire face au stress et à l'anxiété. À cette fin, elle s'est récemment inscrite au doctorat en santé mentale à l'Université McGill sous la supervision du docteur Reich, psychiatre spécialisé en médecine corps-esprit, et de la docteure Rita Souris, clinicienne chercheuse reconnue en néphrologie. Son projet de recherche à venir mettra l'accent sur l'exercice à l'aide de la technologie réalité virtuelle. Ses principaux champs d'intérêt comprennent la méditation de pleine conscience, le yoga, le tai chi, la sophrologie. Je lui passe la parole. merci Philippe pour cette présentation. Nous allons parler de la pleine conscience et de l'autocompassion. Alors, voici mes divulgations. Ensuite, une reconnaissance des terres. Alors, qu'est-ce que la pleine conscience? La pleine conscience, c'est l'art de prêter attention. C'est ce qui se passe, la conscience qui naît de l'attention dans un but précis dans le moment présent, sans jugement. C'est également simplement être conscient de ce qui se passe maintenant, sans souhaiter que ce soit différent. Il y a de nombreux bénéfices à la pleine conscience qui nous ont été démontrés par la science. Je vais vous en montrer des preuves de tout ça. Mais la pleine conscience peut nous aider à être davantage souple. Ça peut nous aider à augmenter notre concentration lorsqu'on étudie au travail. Ça continue à une meilleure santé mentale et physique, un meilleur bien-être émotionnel. Et ça peut modifier notre relation à la douleur. Ça a été utilisé comme outil pour la douleur chronique. D'abord, la première étape, c'est de rencontrer le personnel soignant afin de déterminer le siège de la douleur et ensuite de gérer la douleur avec cet outil-là. Ça peut être très utile. Ça peut nous aider aussi à identifier, à réagir. Par exemple, si je suis très fâchée contre mes enfants ou mon partenaire, ben, la pleine conscience, ça m'aide à prendre une pause, prendre une grande respiration, prendre un peu de recul, puis ensuite, après ça, je peux mieux réagir plutôt que d'être frustrée. Très intéressant. Si vous êtes dans le moment présent avec la pleine conscience, vous pouvez vous ressortir des histoires néfastes que l'on se ressent sans cesse concernant le passé ou nos peurs du futur. Alors, c'est pour ça que ça peut nous aider à réduire le stress et l'anxiété. Et ainsi, on peut avoir un petit peu plus de bonheur, un peu plus d'équilibre. Alors, la prochaine diapositive. Alors ça, c'est les bénéfices dont je viens de parler. Et ensuite, alors la méditation, ça existe depuis très longtemps. En fait, les gens méditent
depuis peut-être 5 ou 6 000 ans. Tout ça, ça a commencé en Inde, particulièrement avec le yoga. Et ensuite, ça s'est développé dans plusieurs différentes religions, dans le bouddhisme, par exemple. Et maintenant, on en retrouve un peu partout dans la société. Rumi a écrit un poème très Exa- très intéressant. Par exemple, La maison des autres qu'il a écrit. Et ça parle d'accueillir les émotions qui arrivent à nous. Alors, ça veut dire que dans le fond, toutes les émotions, qu'elles soient positives et négatives, peuvent être les bienvenues, comme par exemple dans la maison d'un autre. Et ensuite, on peut simplement les laisser s'en aller. Alors, j'ai beaucoup parlé des bénéfices de la pleine conscience, mais peut-être que vous êtes intéressé à savoir pourquoi, quels sont les mécanismes derrière tout ça. Si vous voulez en savoir davantage, je vous recommande de jeter un œil aux sources qui sont indiquées ici. Vous pouvez obtenir une vidéo de l'Office national du film du Canada qui était disponible gratuitement en français avec sous-titres anglais jusqu'à tout récemment. J'espère que c'est encore disponible gratuitement. Alors, il s'agit d'une étude d'une chercheur qui a étudié. Alors ici, on voit à l'écran, il y a une personne qui va pratiquer la méditation ou des prières et on va étudier quels sont les effets sur son cerveau pendant qu'une personne médite. La pleine conscience peut changer la structure du cerveau. On appelle ça la neuroplasticité. Prochaine diapo. La neuroplasticité, c'est la capacité du cerveau de changer à la suite des différentes expériences et des apprentissages. Cela signifie que lorsque vous avez un comportement à de nombreuses reprises, par exemple pour jouer un instrument de musique, un nouveau sport ou on fait de la méditation, ça crée de nouvelles connexions dans le cerveau. Et à cause qu'on fait ça à de nombreuses reprises, ces connexions deviennent de plus en plus fortes, de plus en plus solides. Une autre façon vraiment intéressante d'en apprendre davantage au sujet de la structure du cerveau, c'est de regarder ce petit vidéo de Dr. Lazare qui est basée à Boston. Elle étudie les effets de la méditation sur le cerveau. Je vais résumer certaines des résultats de ces recherches. Ici, il y a une étude dans laquelle on a regardé des gens qui méditent depuis très longtemps, de plus de 15 ans, qui méditent depuis longtemps. Elle a étudié le cerveau de ces personnes-là et a comparé les images obtenues avec celles de personnes qui ne méditent pas du tout. Et ici, elle démontre qu'il y a une partie spécifique du cerveau qu'on appelle le cortex préfrontal qui est juste derrière, juste en avant de la tête, qui est impliqué dans la prise de décision et la mémoire de travail. Et ça devient épais avec la méditation. Et il est très intéressant de constater que les gens qui méditent depuis très longtemps, ils n'étaient pas très jeunes. Ils avaient 50 ans et plus. Et elle a regardé à l'épaisseur des tissus du cerveau. Elle a comparé ça avec d'autres personnes beaucoup plus jeunes. Et aussi, elle s'est rendue compte que la méditation peut prévenir ou réduire le vieillissement cérébral. Dr. Lazare, cette neuroscientifique, elle s'est également penchée sur qu'est-ce qui se passe si on fait un programme très court de méditation. Alors, elle a trouvé des personnes qui n'avaient jamais médité avant. Ils se sont inscrits dans un programme de pleine conscience de 8 semaines et on a pris des photos de leur cerveau avant et après les 8 semaines.
et elle a vu la même chose. Il y a des parties du cerveau qui devenaient plus épais, comme par exemple l'hippocampe, qui est vraiment important pour l'apprentissage, la mémoire, la régulation émotionnelle. Un autre élément très important qui est devenu un petit peu plus épais aussi, c'est la jonction temporopariétale. Juste ici, on le voit sur la photo. Ça, c'est vraiment très important pour la prise de perspective, l'empathie et la compassion également. Et finalement, mais très important aussi, il y a un espace dans notre cerveau qui s'appelle l'amygdale. Ça, c'est une partie du cerveau qui sont consacrée à la lutte ou la fuite. Quand on est vraiment fâché, quand on explose avec nos enfants ou notre conjoint, mais cette partie-là, ça devient plus petit avec la pleine conscience. Ah. J'espère que vous avez un intérêt à en savoir davantage et peut-être apprendre à comment savoir comment méditer au quotidien. Il y a de nombreuses façons. Mm. Si vous voulez essayer quelque chose très rapidement sur YouTube, il y a plusieurs méditations guidées et vous pouvez choisir celle qui vous plaît le plus. Par exemple, il y a des balayages corporels. Il y a plusieurs différents types de méditation. Moi, c'est ça que je fais. Moi, j'ai trouvé une méditation sur YouTube qui me plaît beaucoup. Alors, pendant la méditation, on essaie de nous centrer, d'être concentré sur un objet. Idéalement, peut-être que ça peut être une sensation physique, ça peut être la respiration, ça peut être un bruit qui est près de nous, ou ça peut être quelque chose de visuel. Par exemple, on peut simplement regarder, observer une chandelle. Et aussi, on peut aussi méditer pendant qu'on bouge, pendant qu'on marche ou pendant qu'on fait des mouvements d'une façon avec pleine conscience, par exemple avec le yoga ou le tai chi. Il y a de nombreuses façons d'utiliser la pleine conscience, par exemple quand on se brosse les dents, quand on fait la vaisselle. Alors, ça veut dire qu'au lieu de ruminer quelque chose qui est passé, qui s'est passé dans le passé, on essaie simplement de se concentrer sur la sensation de l'eau sur notre peau ou toute autre sensation que l'on peut ressentir. Il y a de nombreuses façons de méditer. Et maintenant, je vais vous parler un petit peu plus au sujet de la compassion. Alors ça, c'est très important pour moi de vous parler de la compassion et de l'autocompassion. Alors ça, qu'est-ce que c'est la compassion? Christine Neff a expliqué ça il y a plus de 10 ans. Alors, vous savez tous qu'est-ce que c'est la compassion? Parce que je suis pas mal certaine que vous avez souvent expérimenté la compassion. C'est la reconnaissance et la vision claire de la souffrance chez l'autre. C'est lorsque l'on ressent des sentiments pour une personne qui souffre ou une autre personne, et ça fait naître en nous le désir d'aider l'autre personne. L'auto-compassion, ça veut dire qu'on tourne cette compassion envers soi-même. Et ça, ce n'est pas nécessairement facile pour plusieurs personnes parce que habituellement, on a une petite voix très critique qui peut nous empêcher de faire cela. Alors, le fait d'avoir de l'autocompassion, ça veut dire de se traiter comme si on traiterait un ami proche qui souffre. Et on peut faire ça, peu importe la cause de la souffrance, même si c'est une erreur qu'on a faite et qu'on en a honte, ou peut-être si on ne se sent pas à la hauteur ou on vit des difficultés, des défis de santé, peu importe. Il y a trois composantes essentielles à l'autocompassion. La première, la gentillesse. Alors,
Ça, c'est pour atténuer la voix intérieure dure et critique que l'on entend. Le deuxième, la connexion. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire que parfois, nous avons cette croyance qu'on a l'impression qu'il y a quelque chose qui est difficile, qu'on vit des défis parce qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond avec nous. Et toutes les autres personnes autour de nous, ils sont bien, ils ont une belle vie et ils sont parfaits, eux. Et ça, c'est une mauvaise perception parce que tous les humains vivent la douleur et de la souffrance et c'est normal de ne pas être imparfait. Et nous sommes parfaitement imparfaits. Alors, lorsqu'on se sent connecté avec ce sens commun d'humanité, alors on se sent un peu moins isolé de notre souffrance. Et la troisième composante, c'est la pleine conscience. Parce qu'on doit être conscient du moment présent, de notre douleur, peu importe quelle est la douleur ou sa source. Ça peut être une douleur émotionnelle, physique. Alors, il ne faut pas l'ignorer, il faut la reconnaître et ensuite on peut l'utiliser et être davantage conscient de tout ça. Alors, si on marie ensemble la compassion et la pleine conscience, ça a été fait dans un programme qui s'appelle le programme de résilience consciente et compatisante. Et ça, c'est utilisé à l'Université Queen's avec différents groupes de personnes. Et ici, j'ai mis une photo des différentes études, certaines qui ont été réalisées avec des personnes adultes qui vivent avec la douleur chronique. Certaines de ces personnes-là souffraient de maladies rénales et les études démontrent que c'est très facile, c'est très faisable. On peut faire ça. Et il y a eu des résultats vraiment intéressants. Alors, il y a une autre étude réalisée par Ellen Noble et on est en train de regarder, Dr. Noble et moi, de voir de quelle façon est-ce qu'on pourrait adapter cette étude. Alors, j'espère qu'on pourra avancer, progresser en ce sens et je vous tiendrai au courant de quelle façon est-ce que peut-être qu'on pourrait offrir ce programme si on trouve le financement pour le faire. Alors, cultiver la pleine conscience, ça, ça nous permet d'avoir davantage de résilience. On parle beaucoup de la résilience et peut-être que vous aimeriez en savoir davantage à ce sujet, mais ça vient du, du monde de la mécanique des matériaux. Il y a en fait un matériel qui est résilient, c'est un matériel qui peut endurer un impact ou un coup sans se briser. Alors, c'est la capacité du matériel à reprendre son état original. Alors ça, ce travail-là, ça fonctionne depuis très longtemps et ça, c'est une définition du 19e siècle. Et pendant le 20e siècle, on a travaillé, on a adapté ça pour dans le domaine de la psychologie. Et maintenant, ça signifie la capacité de faire face psychologiquement, émotionnellement à une crise. Ça veut aussi dire la capacité de revenir rapidement à la situation antérieure à la crise. Ça a été popularisé dans les années 80 par un psychologue qui a étudié une cohorte d'enfants pendant 40 ans, des enfants qui avaient été exposés à des traumatismes. Et elle s'est rendue compte que même si ces enfants-là avaient vécu beaucoup de difficultés, une fois qu'ils étaient adultes, ils étaient équilibrés, autonomes. Et tout ça fait référence au fait qu'à l'intérieur de nous, on peut retrouver les ressources, les outils
afin de euh, surmonter même les plus grandes difficultés de la vie. Alors voici mes messages à ne pas oublier. J'espère que je vous ai donné l'envie de vous pencher davantage, de regarder quels sont les outils de pleine conscience. Évidemment, c'est pas pour tout le monde. Peut-être que vous allez l'essayer ou vous n'aimerez pas ça. Il y a plein de différentes façons de développer la résilience. Il y a aussi parfois des événements difficiles qui peuvent se produire pendant la méditation. Des fois, on se sent un peu agité, des fois, on ressent des émotions et des fois, ça peut aider beaucoup des gens qui ont vécu des traumatismes. En fait, il n'y a pas d'outil parfait, il n'y a pas de baguette magique. Et si vous êtes intéressé, je serais ravie d'effectuer une petite pratique avec la conversation que l'on va avoir pendant cette présentation. Et aussi concernant les bénéfices, il y a des bénéfices pour notre santé physique, mais aussi ça peut nous aider avec nos relations avec les autres personnes et avec nous-mêmes à développer la compassion pour les autres et pour nous-mêmes. Et aussi, c'est très aidant pour nous aider d'avoir davantage de concentration et d'être plus productifs. Et de nombreuses études ont démontré les bénéfices pour l'anxiété, le stress et les symptômes de anxiété. Je souhaite remercier la Fondation canadienne du Rhin pour qui m'ont donné l'opportunité de vous parler aujourd'hui et toutes les nombreuses personnes avec qui je collabore pour ma recherche sur la pleine conscience. Nous allons effectuer une pratique de pleine conscience plus tard dans la présentation, mais d'abord parlons avec Charles. Alors, j'aimerais vous demander si vous pourriez partager votre parcours et vos défis avec la santé. Oui, je ne m'attendais pas à ça, mais le 9 mars en 2005, ça fait environ 20 ans, j'ai eu un, j'ai eu un AVC. Et aussi, j'ai travaillé après ça avec un neurologue qui m'a dit qu'il y a trois choses qui vont t'aider à te ramener comme avant. D'abord, ton étude, c'est ça qui est le plus important. En deuxième, c'est ton âge, parce que ça, c'est arrivé à l'âge de 36 ans. Et l'autre chose, c'est le travail que j'avais fait avant. Alors, moi, j'ai toujours essayé d'être une personne positive avant et j'étais comme ça même avant mon AVC. Et j'ai eu beaucoup de défis que j'ai surmontés. Et moi, je dis tout le temps, continue de pousser, continue d'aller de l'avant, continue et pour démolir des murs en avant de moi parce qu'il y aura toujours un autre mur à défoncer parce que peu importe ce qui se passe, va continuer à défoncer des murs. Alors, si vous n'apprenez rien d'autre de ma présentation, j'espère que vous vous souviendrez de ça. Et l'AVC a été condition qui a été à cause d'une condition, d'une maladie de cœur que j'avais. C'est familial. Ma mère l'avait. Je suis née avec ça. Je ne savais pas que j'avais ça avant que j'ai 17 ans. Et je ne savais pas que j'avais ça, mais c'est arrivé pendant que je suis dans ma voiture en revenant du travail. Et ensuite, ça, c'est arrivé en Georgie, où est-ce que je suis née et j'ai grandi. J'ai épousé une femme de l'Ontario et j'ai déménagé avec elle en 2006. Que je suis au Canada, à Waterloo, Ontario. Je me suis familiarisée avec l'hôpital. L'AVC a fait que j'ai le ventricule gauche qui impacte le pompage du cœur et la ventricule gauche s'est tant épaissie qu'il ne pouvait plus contracter. Alors, ça m'a fait faire une insuffisance cardiaque
et mon cœur a fait un arrêt. On m'a surveillé par des cardiologues à NKW. Et un jour, en janvier, il y a 10 ans, je suis allée faire un suivi et je ne suis pas rentrée chez moi pendant 100 ans, 100 jours. Et l'évaluation cardiaque a montré que j'avais besoin d'une greffe. Il y avait tant de pression et à l'époque, c'était insécuritaire pour moi de recevoir une greffe. Alors, les médecins m'ont donné un soutien, un système 6 pour un soutien à mon cœur qui pouvait faire le travail que mon cœur ne pouvait plus faire de par soi-même, par lui-même. Et le matin même, le médecin m'a fait une chirurgie, il a ouvert ma poitrine, le cœur a arrêté, il a attaché la machine, il a fait un massage cardiaque, mon cœur s'est remis à battre, le cœur a encore arrêté, ils ont fait encore un massage cardiaque, il a fini la greffe de l'appareil, mais lorsqu'ils m'ont refermé, ils ne pouvaient pas arrêter le saignement, j'étais dans les soins urgents par la suite pendant des heures et enfin, ils m'ont stabilisé pour le rétablissement, mais j'ai souffert de majeures complications. Une en était la perte de sang, donc mes reins ont été séchés pour trop longtemps et mes reins sont morts. À ce moment-là, les médecins ont décidé que la meilleure chose à faire, c'était de me mettre immédiatement sur l'hémodialyse en espérant que mes reins reviennent à vie, mais ils ne sont jamais été repris. Et donc, j'ai fait la chirurgie cardiaque. Ça m'a amené en octobre 2017 lorsque j'ai reçu ma greffe de rein. Et j'ai fait l'hémodialyse à domicile et j'ai reçu la greffe. J'ai eu une greffe de cœur et en avril de 2016. Et ensuite, j'ai reçu mon rein en octobre 2017. Alors, je me suis impliquée avec la Fondation du rein. Suite à ma greffe de cœur en 2016, j'ai tenté de faire de l'hémodialyse à domicile et l'infirmière dans l'unité m'a dit: Hey, tu devrais participer dans la marche pour les reins. Et je lui ai demandé: C'était quoi ça, la marche pour les reins? Et elle m'a dit: Ben, tu marches avec plein de gens qui ont besoin de reins et l'argent qui est levé va vers la fondation pour aider les gens qui sont atteints de maladies rénales chroniques. Et lors de la fin de semaine que je devais faire la marche de rein, j'étais envoyée à l'hôpital Toronto Général pour un suivi régulier et ils croyaient que mon cathéter AV avait une infection. Alors, ils m'ont gardée à l'hôpital pendant une semaine qui incluait la marche de la Fondation du rein. Et je me disais, il n'y a rien qui cloche avec moi, je me sens bien quand même. Mais j'ai fini sur une machine de gymnastique pour faire de la marche et faire pomper mon cœur. Alors, de cette façon, je me sentais impliquée. L'année d'après, j'ai eu le Kidney Kick-Off et j'avais encore besoin d'une greffe à l'époque. Et je me suis joint à la branche Waterway Wellington, le Leadership Board en 2018. Et ensuite, en 2019, je suis devenue directeur de cette branche-là. Et en 2017, suite à une marche pour les reins, on m'a interviewé par une station radio locale en disant que la marche pour les reins aide les gens atteints de maladies rénales. Et j'y participe depuis quelques années et moi-même suis-je en besoin d'une greffe de rein. Et le samedi ou le dimanche, mais la fin de semaine suivante, j'ai reçu un appel pour mon rein. Ce n'était pas un bon match finalement. J'avais fait l'hémodialyse à domicile depuis 18 mois, 5 jours semaine. Les infirmières venaient chez nous et je croyais avoir tout fait comme il faut, mais ça ne s'est pas bien déroulé. J'ai été déçue. Ma femme était avec moi et elle m'a dit: Pense à la personne qui a reçu ton rein. Et ça m'a allumé. Je suis rentrée chez nous et j'ai continué l'hémodialyse à domicile. Et 2 semaines plus tard, j'ai reçu un autre appel, la deuxième fois, et finalement, c'était un bon match d'honneur de rein. Alors, c'est la version courte de mon histoire. Sentez-vous libre de me poser des questions.
Wow! Tu pourrais faire une série entière de Netflix avec ton histoire. Oui, je tentais de garder ça bref parce que je sais qu'on est dans un temps limité. Je suis vraiment impressionnée parce que je te connais, tu m'as raconté plusieurs choses, mais je ne savais pas tout. Et tu es un réel survivant. C'est merveilleux que tu sois ici parmi nous. C'est un réel miracle. Oui, je suis tout à fait d'accord. Et j'ai quelques questions pour toi. J'aimerais savoir, te rappelles-tu les émotions et les sentiments les plus difficiles à travers ce parcours, surtout autour du temps où tu as eu de la difficulté avec l'hémodialyse sans préparation? Oui, bonne place à commencer. Je dirais que mon parcours a commencé non prévu dû à ma condition cardiaque. Depuis l'âge de 17 ans, c'était une mauvaise luck. J'ai eu une chirurgie et tout a découlé à partir de là. J'ai été à l'unité intensive pendant 7 semaines, 100 jours du jour où j'ai été admis à la journée où j'ai été déchargée. Je suis rentrée à la maison 3 semaines et j'ai eu à être réadmis à l'hôpital. Et j'ai fait plusieurs démarches avant d'obtenir ma greffe de cœur et ma greffe de rein. Et lorsque je me suis réveillée à l'unité intensive, je m'attendais à avoir le cordon électrique branché sur mon nombril à l'unité murale. Et c'était la station de rechargement pour le système cyste ventriculaire parce que mon cœur opérait sur l'électricité. Ça semble bizarre, mais j'étais prêt pour ça. Ce que je n'étais pas prêt à voir les tubes en plastique qui sortaient de ma poitrine d'une machine que je n'avais jamais vue. Et je me disais, oh, c'est rouge. Est-ce que c'est mon sang? Qu'est-ce qui se passe? Et ils m'ont expliqué que malheureusement, j'ai perdu ma fonction rénale durant la chirurgie et que j'étais maintenant en dialyse. Je n'avais aucune idée ce qu'était la dialyse. Mais la seule personne que j'avais connue qui avait fait de la dialyse, c'était ma grand-mère, la mère de ma mère. Et j'avais cette chose bizarre. Je l'ai amenée en dialyse une fois lorsque j'étais un petit garçon avec, je crois que c'est mon oncle qui l'amenait à la station de dialyse à l'époque. Et elle m'avait montré son bras qui avait une fistule à l'intérieur. Et c'est là, parce que je sais que c'est absolument pas vrai, dans mon petit cerveau d'enfant, on pouvait voir les marques comme d'une seringue. C'est comme les robots où je me disais non, je veux pas de fistule. Et le choc d'être en dialyse, c'était une chose. Et la prochaine chose que j'ai ressentie, c'était la colère et ensuite la confusion et ensuite la frustration. Et j'étais en colère parce que je ne pense pas que vous m'aviez dit que mes reins étaient à risque avec cette chirurgie cardiaque. C'était la partie qui me causait une confusion. Mon cœur était dans ma poitrine et je ne connaissais rien à propos des reins. Et je portais et j'étais très frustrée parce qu'il n'y avait rien que je pouvais faire de ma situation. C'était ma nouvelle réalité et je ne m'y attendais pas. Et aussitôt que j'étais ambulatoire, c'était un de mes termes médicaux les plus mes préférés. Je sortais de mon lit, j'allais dans la salle du patient à côté. Ils ne me connaissaient pas et eux ne me connaissaient pas non plus. Et je leur racontais mon histoire et ils m'écoutaient avec gentillesse et ils me disaient, mais écoute mon histoire maintenant. Et je leur disais, attends une minute. Et évidemment, je ne suis pas le premier à avoir une chirurgie et que les choses ne se déroulent pas comme prévu. Alors, on trouve des moyens de gérer notre situation parce que vous êtes assis ici à me jaser, vous êtes encore vivant. Si vous pouvez le faire, je peux le faire et je ne suis pas tout seul. Et c'était la première chose que j'ai senti qui était différent parce que j'avais été à l'hôpital auparavant, j'avais eu des suivis de toutes sortes et j'ai pu rentrer chez nous par la suite. Mais cette fois-ci, c'était très différent parce qu'ils m'ont dit, on te garde, tu dois rester à l'hôpital et c'était différent. Et l'alarme était, oh mon Dieu, je suis la première personne à avoir géré avec ce genre de situation. Mais le patient voisin m'a donné beaucoup de réconfort. Et le message était, tu n'es pas seul sur ce parcours. Et si je peux le faire, tu peux le faire. Je suis celui qui n'a jamais abandonné. On m'a lancé plein de choses, mais je suis encore ici, vivant, à vous adresser la parole aujourd'hui. C'est extraordinaire. Tu es un exemple vivant de la compassion de cette personne que tu as rencontrée et l'autocompassion que tu avais envers toi-même en reconnaissant que tu n'es pas le premier, que tu ne seras pas le dernier et
que d'autres qui peuvent partager une histoire similaire à la tienne. Tu es un si bon exemple de la théorie que je viens de discuter auparavant, juste avant, dans ma présentation. Alors, je suis très heureuse de voir que de façon spontanée, tu as trouvé le soutien par toi-même. Il y a une question dans le Q&A et c'est la question que je voulais adresser. Comment définirais-tu le bon soutien émotionnel que tu as trouvé ou que tu n'as pas trouvé et que tu aimerais trouver pour l'avenir pour d'autres? Est-ce qu'il y a des routines que tu as créées qui ont aidé ou as-tu trouvé des soutiens spécifiques ou autre chose? Pourrais-tu nous en parler de plus belle? Oui, d'abord, comme Justin a dit hier, j'ai beaucoup aimé l'entendre parler. Ce n'est pas juste moi, tu sais. Ça, c'est la première des choses. Je suis rien de spécial, je suis juste Charles. En parlant de soutien, il n'y a aucun moyen que j'aurais pu le faire de par moi-même. J'aime bien penser que je suis dure à cuire mais ma femme était solide pour moi et encore elle l'est aujourd'hui. Alors d'avoir ce soutien familial, d'avoir son partenaire à nos côtés. Et l'autre chose, c'est le soutien entre les pairs, de parler avec d'autres gens qui ont marché le même parcours, qui savent ce que tu vis. Ce sont les deux plus grands soutiens que j'ai. Je vois, je vois. Et quelles étaient les stratégies les plus aidantes pour toi que tu as découvert à travers ton parcours? Pour moi, actuellement, je dirais qu'il y avait un grand transfert dans mon cerveau et comment j'apercevais la vie de l'hémodialyse à la dialyse à domicile. Parce que dans le centre, j'étais hors contrôle. Les gens disent, je fais de la dialyse ici et de la dialyse là-bas. Il n'y a personne qui fait de la dialyse dans le centre. On se fait faire de la dialyse parce qu'on n'a pas le choix. On peut pas, on ne peut pas choisir où on veut s'asseoir ou la vitesse de la pompe et euh, la vitesse à laquelle on peut rentrer chez nous. Mais l'hémodialyse était un bon transfert pour moi à domicile. Alors, ça m'empuissançait, ça me rendait autonome et 5 jours semaine, 5 heures par jour, je faisais de l'hémodialyse et de pouvoir faire ça avec une infirmière à la maison, c'était ma job à temps partiel qui me gardait vivant et que je participais activement dans mon rétablissement. Et c'est ce que j'avais besoin de faire pour arriver à ma greffe de rein. Et c'est une autre chose, ça. Je suis rentrée là-dedans me disant que la dialyse, c'est un arrêt sur mon parcours, tout simplement. Plutôt que d'avoir l'attitude positive, je vais passer à travers positivement. Donc, d'avoir eu cette forme pensée, d'avoir ces gens me soutenir dans ma forme pensée au lieu de recevoir des «Oh, pauvre toi». Donc, fais ta dialyse, garde-toi en santé en marchant. Et je dis toujours aux gens, garde ta tête haute et reste ton corps prêt. Sois ouvert et positif que tu vas recevoir cette greffe de rein par un donneur vivant ou un donneur décédé. J'ai appris les avantages de cela et avoir entendu la présentation tout à l'heure, d'avoir trouvé un donneur vivant ou décédé et de garder son corps prêt, faire sa dialyse, prendre ses médicaments. Je sais que ce n'est pas agréable. Moi, je prenais 23 médicaments différents à ce moment-là dans ma vie et de les garder étroits, organisés, c'était un défi. Et je l'ai dit hier, on s'engage pour la vie lorsqu'on prend ces médicaments pour le restant de nos jours, mais c'est un petit prix pour justement vivre le restant de notre vie. Alors, c'est un peu ce que j'ai retenu. J'espère que ça a répondu à la question. Sinon, mais oui, tout à fait. Et ce que j'entends dans ta réponse, c'est précis à la question. D'abord, j'entends que tu cherchais l'autonomie, de sortir du centre d'hémodialyse afin de faire l'hémodialyse à domicile. Et j'entends que c'était la chose la plus importante qui a pu se produire pour toi
à l'étape de dialyse. Et j'adore ça parce que lorsqu'on est malade, on sent une perte de contrôle et c'est terrifiant pour un être humain. C'est une des choses les plus terrifiantes qui pourraient se produire. Et j'adore que tu es allé apprendre la technique parce que ce n'est pas facile. Il y a beaucoup à apprendre. Et tu venais de faire un AVC en plus. Tu as eu une énorme chirurgie, tu étais à moitié mort, mais tu as trouvé. Oui, c'est vrai que j'ai une bonne histoire à propos de l'hémodialyse parce que je ne veux pas faire sentir que j'avais été maltraitée ou en tout cas, j'étais un diplômé du programme rénal à ce niveau et tout le monde dans le centre était génial avec moi, très soutenant, mais ce n'était juste pas fait pour moi. J'avais eu une mauvaise expérience corporelle. J'étais là les lundis, mercredis, vendredis et je rentrais à la maison. Et je me sentais comme une vieille guenille. Je voulais juste m'écraser sur le divan et dormir. Et là, les mardis et les jeudis, j'essayais juste de rassembler l'énergie pour retourner au centre pour encore me sentir moche par la suite. Alors, l'option de l'hémodialyse à domicile, quand elle m'a été présentée, je me disais, il y a n'importe quoi serait mieux que ce que je vis actuellement. Et donc, je l'ai essayé et j'ai entendu des gens parler hier. Ils ont fait des rénovations dans leur maison et à leur électricité et à la fourniture de l'eau. De cette façon, j'ai ma machine dans le couloir et je suis reconnaissant pour ce que j'ai. J'ai passé à travers et les choses peuvent changer, c'est sûr, ma santé pourrait décliner, mais bon. Et mon histoire de d'hémodialyse à la maison, c'est celle-ci. Alors, ils m'ont dit, tu vas être un patient d'hémodialyse à domicile. Ta formation est au 7e étage à Grand River. C'est pendant 4 à 6 semaines. Et je me rappelle que je rentrais lors de la première journée et on était formés du lundi au vendredi. Et la première journée, les infirmières font la même chose comme avec l'insuline et ils installent la machine et je les observais faire et je me disais, oh mon Dieu, c'est compliqué. Je ne sais pas si je vais réussir à m'en rappeler. Et sachez que là, j'étais encore en batterie de euh, qui alimentait mon cœur. Et donc, je les observais et je me disais, oh mon Dieu, je ne sais pas, j'étais très sceptique. Mais mardi, mercredi, jeudi, vendredi, j'étais là et je me disais, savez-vous quoi? Si j'écoute ce que vous essayez de m'enseigner, je vous gage que je vais pouvoir l'apprendre. 4 semaines plus tard, et on est dans la 5e semaine, et les infirmières me disaient, on est prêt à t'envoyer à la maison la semaine prochaine. Et je leur disais, d'accord, c'est des bonnes nouvelles pour moi. Alors, le lundi, le vendredi, ils m'ont dit, voici notre entente. Rentre chez toi à la maison, profite de la fin de semaine, reviens lundi, on va faire un suivi final, s'assurer que tu sais ce que tu as à faire. Ensuite, mardi, on va envoyer la machine chez vous. Tu pourras faire ton hémodialyse à domicile. On va faire la première ensemble et ensuite, tu seras par toi-même. Et à ce moment-là, je serais devenue le premier patient hémodialyse à la maison. Mais ça ne s'est pas fait de la sorte. Vendredi, je suis partie pour la fin de semaine. On se voit lundi. Et ma femme s'est levée pour aller travailler le samedi matin. Le téléphone a sonné et c'était Toronto General. Ils m'ont dit, je pense qu'on a un cœur pour toi. Tu pourrais venir. Et je me disais, non, c'est impossible qu'ils ont déjà une grève de cœur pour moi. Et on m'avait dit que ça allait être 9 mois. Mais j'étais assise sur le lit et je me disais, est-ce que c'est la vérité? C'est vrai pour vrai? Et ils m'ont dit oui, c'est vrai. Viens-t'en aussi rapidement et aussi sécuritairement que possible. Et ça a bien passé. Alors, c'est pour ça que je ne suis pas devenue le premier patient hémodialyse à domicile parce que je recevais ma greffe de cœur. Mais ensuite, malheureusement, parce que je n'avais pas fini la session de lundi et mardi, ma formation n'était techniquement pas complétée et donc je devais attendre à l'été suivant pour aller chercher une place pour faire ma formation d'hémodialyse à nouveau. Et à la fin juillet, enfin, j'étais à la maison à faire l'hémodialyse à domicile et tout s'est très bien déroulé par la suite. Je voulais rajouter cette anecdote parce que j'adore cette histoire et je lève mon chapeau à ceux qui m'ont aidé à me former et tout le soutien que j'ai reçu. Oui, génial. Je crois que nous avons encore 3 minutes. Alors,
quels sont les messages les plus importants aux néphrologues et aux infirmières et aux patients? Quels sont tes conseils? Prenez votre temps avec les patients, chers néphrologues. Prenez le temps de répondre à nos questions. Et les patients, préparez vos questions parce qu'on ne sait pas toutes les choses. On sait ce que les gens nous disent, ce qu'on entend, et on se tourne vers vous en tant que néphrologue pour vous êtes notre équipe de santé. On a la foi en vous que vous avez mon meilleur intérêt à cœur et que j'ai mon mot à dire, si c'est bon ou pas bon pour moi. Pour les infirmières, vous faites tourner la planète. Vous l'avez vraiment fait pour moi, ce que je ne pouvais pas faire pour moi-même. Et je vous dis un grand merci. Et pour les patients, encore une fois, si je peux faire ça, tu peux faire ça. Moi, je suis juste un gars normal. Et s'il y a de quoi que je peux faire pour aider, moi, je suis prêt à parler avec d'autres patients et ce sont les meilleures sources d'information, les meilleures sources de soutien. Et finalement, on continue à cheminer dans la vie, une journée à la fois, un moment à la fois. J'aime beaucoup que tu parles du temps. Je crois que l'avenir de la néphrologie implique de prendre plus de temps avec les patients et d'offrir plus de ressources à l'information, à l'éducation, afin d'autonomiser les patients exactement comme tu as été autonomisé de par toi-même, mais aussi tu soulèves le point de l'aide de professionnels de soins de la santé qui t'entouraient et j'entends aussi que tu as reçu beaucoup de soutien de la part de ta femme et de d'autres patients et j'entends que tu veux redonner ce soutien aux suivants, à d'autres patients. Absolument, oui. Je dois rembourser ce que j'ai emprunté et c'est pour ça que je suis ici assis à vous jaser aujourd'hui. J'espère que quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui va retenir des belles choses pour son parcours afin que son parcours soit plus facilitant et ça aura valu mon temps aujourd'hui. J'aime beaucoup le fait que tu as parlé d'une attitude positive. Personnellement, je n'aime pas beaucoup de toujours réfléchir, de toujours penser positivement, mais j'aime beaucoup dans ce que tu dis que tu es un optimiste qui est toujours aussi très réaliste. Tu essaies de voir ce qui est positif dans la situation, mais tu reconnais aussi les complexités et les sentiments parce que tu partages beaucoup de sentiments et d'émotions et on peut voir qu'il y a beaucoup de sentiments mélangés et désagréables, mais tu as passé à travers, tu peux avoir une perspective différente et tu as de l'espoir pour l'avenir. Alors, je sais que Philippe doit reprendre le micro. Je veux réellement te remercier, Charles. C'est si illuminant. C'est mon plaisir. C'est ce que je fais d'avoir ces conversations avec une bonne amie. Alors, merci. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Alors, Philippe va prendre le micro et ensuite on fera la pratique de pleine conscience. Merci à vous deux pour cette magnifique conversation et toutes les informations et les outils que vous nous avez apportés. Effectivement, maintenant, Mona, je vous recède la parole pour l'exercice de pleine conscience. Alors, je vous invite à une courte pratique de méditation si vous le souhaitez. Ce n'est pas obligatoire du tout. Et en passant, il y avait une courte question dans la boîte Q&A. Quelqu'un a posé la question, comment pratiquer, combien de temps dans la semaine, qu'est-ce qui va donner les bénéfices? C'est une très bonne question et il n'y a pas de question unique à cela, mais ce que je peux vous dire, c'est que la régularité, le mieux, mais même si c'est juste 1 minute ou 3 minutes ou 5 minutes à tous les jours, peu importe ce qui fonctionne pour vous, ça va être bon. Alors, trouvez ce qui fonctionne pour vous. Si c'est 15 minutes, c'est 15 minutes. Mais la chose la plus importante, c'est la régularité. Donc, nous allons faire une très courte pratique afin d'avoir un sens de ce que c'est, mais pas plus de 5 minutes. Alors, je vous invite maintenant dans un espace sécuritaire. Vous n'avez pas besoin de changer quoi que ce soit de la façon que vous vous sentez actuellement. Permettez-vous simplement de vous installer dans ce moment.
Si vous êtes confortable, fermez les yeux. Sinon, vous pouvez garder le regard doux et vers l'intérieur. Peut-être vous pouvez regarder vos pieds et mettez-vous dans une position confortable. Vous voulez garder le dos droit, mais pas trop serré non plus. Et rentrez le menton un peu vers le bas parce que cela étire votre vertèbre dans le cou et dans le dos. Et on peut mettre les mains doucement sur les cuisses. Les yeux fermés, on se concentre sur le corps. Visualisez l'image de votre corps. Sentez le poids de votre corps dans votre siège et la façon que votre chaise vous soutient. Et comme qu'on s'installe dans notre corps, on veut se concentrer sur les sensations corporelles, se concentrer sur notre souffle. Il n'y a aucun besoin de changer quoi que ce soit dans votre souffle. On veut simplement observer notre souffle et le sentir. Et tout en respirant, observons et ressentons que l'air qui rentre dans nos narines est un peu plus fraîche parce qu'elle vient de l'extérieur. Et ensuite, il y a de la chaleur dans nos narines. Vous sentez votre poitrine qui monte et qui descend, l'abdomen qui inspire et ensuite qui expire. Et lorsque le souffle ressort, vous pouvez peut-être sentir que l'air est un peu plus chaud. Après quelques souffles, je vous invite maintenant à amener votre conscience dans vos pieds. Vos pieds sont au sol et donc peut-être observer les sensations dans vos souliers. Si vous portez des souliers ou peut-être vos bas, vos chaussettes, est-ce que c'est doux? Est-ce que ça pique? Et vos pieds sont bien ancrés au sol. Et vous pourriez vous concentrer sur le fait que la terre vous soutient. Si ça peut aider, imaginez une ligne qui connecte, un cordon qui connecte vos pieds au centre, au noyau de la tête et sentez l'énergie qui supporte vos pieds en provenance de la terre. Maintenant que vous voyez vos pieds en tant que connexion profonde avec la terre, revenez à votre souffle. Et on vous invite à reprendre une dernière respiration. Et lorsque vous serez prêt, vous pourrez ouvrir les yeux. Et je vous félicite parce que vous avez médité pendant 5 minutes. Merci beaucoup. Merci à ceux qui ont participé à cette session.